Lucy Letby. Pour comprendre les crimes choquants commis par Lucy Letby, il est important de se pencher sur son passé et son début de carrière. Née à la fin des années 1980, Lucy Letby a grandi au sein d'une famille apparemment ordinaire au Royaume-Uni. Personne ne se doutait que cette jeune femme sans prétention deviendrait plus tard l'une des tueuses les plus célèbres de l'histoire du pays. Au début, Letby est apparue comme une infirmière dévouée et compatissante, gagnant la confiance et le respect de ses collègues et de ses supérieurs. Son attitude calme et son engagement apparent envers ses patients ont fait d'elle un membre apprécié de l'équipe soignante. Personne ne soupçonnait les sombres secrets qu'elle cachait sous sa façade professionnelle. Au fur et à mesure que la carrière de Madame Letby progressait, ses actes prenaient une tournure sinistre. En 2015, sur une période de 13 mois, elle s'est lancée dans une effrayante série de meurtres d'enfants, dans l'enceinte même de l'unité néonatale où elle travaillait. Injectant aux nourrissons de l'insuline ou de l'air et les nourrissant de force au lait, Letby a accompli ses actes odieux avec une précision calculée et cruelle. La véritable ampleur des crimes commis par Letby n'a été révélée qu'à l'issue d'une enquête approfondie menée par les autorités. La découverte choquante de 7 vies innocentes perdues aux mains d'une infirmière de confiance a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et a amené tout le monde à se demander comment une série d'événements aussi horribles avait pu se dérouler sans être détectés. Le procès de Lucy Letby, l'infirmière meurtrière responsable de la mort de 7 nouveau-nés, a passionné la nation lorsque les détails choquants de ces crimes ont été révélés. Les actes de Letby, décrits par le juge comme une campagne cruelle, calculée et cynique de meurtre d'enfants, ont laissé la salle d'audience incrédule. Tout au long du procès, Letby n'a montré aucun remords pour ses actes odieux. Son manque d'émotion et son refus d'entendre prononcer sa peine n'ont fait qu'ajouter à la nature effrayante de ses crimes. Les familles des victimes, déjà dévastées par leur perte, ont été encore plus traumatisées par l'attitude insensible de Madame Letby. Après avoir examiné attentivement les preuves présentées, le tribunal a prononcé une peine reflétant la gravité des crimes commis par Madame Letby. Elle a été condamnée à l'emprisonnement à vie sans perspective de libération, ce qui fait d'elle la 4e femme seulement en Grande-Bretagne à se voir infliger une peine d'emprisonnement à vie. Cela signifie que Letby passera le reste de sa vie derrière les barreaux, sans jamais pouvoir réintégrer la société. La sévérité de la peine témoigne de la profonde malveillance des actes de Letby et de l'impact dévastateur qu'ils ont eu sur les familles des victimes. C'est un moment de justice pour ceux qui ont subi une perte inimaginable de la part d'un professionnel de la santé en qui ils avaient confiance. La condamnation de Lucy Letby a provoqué une onde de choc dans tout le pays, suscitant une réflexion collective sur la vulnérabilité des personnes dont nous avons la charge et sur l'importance de protéger les plus innocents d'entre nous. Elle a également soulevé des questions sur les motivations des crimes de Lucy Letby, l'enquête de police n'ayant pas permis de trouver un motif clair à ces actes. Compte tenu de la nature choquante de cette affaire, une enquête a été ordonnée afin d'approfondir les circonstances entourant les crimes de Madame Letby. Cette enquête vise à mettre au jour les éventuelles défaillances du système de santé qui auraient pu permettre à Madame Letby de commettre ces actes odieux sans être détectée pendant une période aussi longue. Ethan Crumbley. Dans une affaire effrayante qui a choqué la nation, un adolescent responsable de la mort de 4 de ses camarades du lycée d'Oxford, dans le Michigan, risque désormais une peine d'emprisonnement à vie. La décision a été rendue par le juge Kwame Rowe, qui a déclaré qu'il n'y avait qu'une faible chance de réinsertion pour le jeune tireur, Ethan Crumbley, après l'attaque tragique qui a eu lieu en 2021. Au cours d'une vidéoconférence, le juge Rowe a rendu sa décision, qui fait suite à des semaines d'audience intenses au cours desquelles des experts se sont opposés sur la santé mentale de M. Crumbley et des témoins ont décrit de manière saisissante la terreur qu'ils ont ressentie ce jour fatidique. La sentence devrait être prononcée le 8 décembre devant le tribunal du comté d'Oakland, ce qui donnera aux survivants et à leurs familles l'occasion de raconter comment la fusillade a changé leur vie à jamais. Alors que le meurtre au premier degré entraîne généralement une peine de prison à vie pour les adultes dans le Michigan, l'âge du tireur au moment du crime offre au juge un éventail d'options. Le juge Rowe peut désormais choisir entre une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine plus courte, allant de 25 à 40 ans, avec la possibilité d'être libéré à terme. Cette audience est le résultat de décisions importantes de la Cour suprême des États-Unis et de la Cour suprême du Michigan concernant le traitement des adolescents condamnés pour meurtre. Il incombait au procureur de prouver qu'une condamnation à perpétuité dans la tragédie d'Oxford ne constituerait pas une peine excessive. Le juge Rowe, dans un avis de près d'1 heure, a déclaré qu'il s'était acquitté avec succès de cette charge. Il a souligné que le crime n'était pas le résultat d'une impétuosité ou d'une imprudence, mais plutôt un acte de violence, soigneusement planifié et exécuté. Le tireur avait téléchargé un plan de l'école, calculé le temps de réponse probable de la police et même recherché où les adolescents du Michigan étaient incarcérés. Le procureur Karen MacDonald, qui plaide pour une condamnation à perpétuité,
a exprimé l'espoir que la décision du juge apporterait un peu de réconfort à la communauté d'Oxford, qui se prépare pour l'audience finale de décembre. Ethan Crumbley, aujourd'hui âgé de 17 ans, et son équipe de défense ont écouté la décision alors qu'il se trouvait dans la prison du comté, mais ont choisi de ne pas faire de commentaires. Margaret Raben, une avocate de la région de Détroit qui n'est pas impliquée dans l'affaire, a souligné que le juge avait toujours la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement de plusieurs années au lieu d'une peine de prison à perpétuité. Le tireur a plaidé coupable de meurtre, de terrorisme et d'autres crimes. Avant la fusillade, l'adolescent et ses parents avaient rencontré le personnel de l'école après qu'un enseignant eut remarqué des dessins violents. Il est choquant de constater que personne n'a vérifié si son sac à dos contenait une arme et qu'il a été autorisé à rester à l'école. Il a été révélé par la suite que le tireur avait tenu un journal dans lequel il exprimait son désir de voir des élèves souffrir et sa conviction qu'il passerait sa vie en prison. Il a même enregistré une vidéo sur son téléphone la nuit précédant la fusillade, décrivant ses plans pour le lendemain. Les avocats de la défense ont fait valoir que le tireur était dans une spirale descendante dévastatrice, qu'ils attribuaient à une grave négligence de la part de ses parents. Ils ont affirmé que ses parents avaient acheté une arme à feu et l'avaient emmené dans un stand de tir, exacerbant ainsi son état de trouble. Cependant, le juge Rowe n'est pas d'accord avec la description faite par la défense de la vie familiale du tireur, déclarant que malgré les défauts de ses parents, il semble avoir eu une famille aimante et qui le soutenait. Le juge a cité les propres mots du tireur, qui a décrit son enfance comme étant bonne. En août, l'avocate de la défense, Paulette Michelle Loftin, a fait valoir que Crumbley devrait pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle à l'avenir, une fois que son cerveau malade aura été traité par le biais d'une thérapie et d'une réadaptation. Cependant, le juge Rowe n'est toujours pas convaincu, déclarant que la possibilité de réadaptation est faible. L'obsession permanente du tireur pour la violence, même pendant son incarcération, a joué un rôle important dans la décision du juge. Il a accédé à des contenus violents sur un appareil électronique, violant ainsi les règles de la prison. Le juge Rowe a souligné que pour qu'il y ait réinsertion, le défendeur doit véritablement vouloir changer, et les preuves présentées n'ont pas démontré cette volonté. La fusillade au lycée d'Oxford a coûté la vie à Madison Baldwin, Tate Myre, Anna Sanjuliana et Justin Schilling, laissant la communauté dévastée. En outre, 6 élèves et un enseignant ont été blessés lors de l'attaque. Dans une affaire distincte, James et Jennifer Crumbley, les parents du tireur, sont accusés d'homicide involontaire. Ils sont accusés d'avoir rendu une arme accessible à la maison et d'avoir négligé la santé mentale de leur fils. Les détails choquants de cette affaire ont déclenché une conversation nationale sur le traitement des adolescents délinquants et sur la responsabilité des parents dans la prévention de tels actes de violence. À l'approche de la date de détermination de la peine, la communauté d'Oxford et le pays attendent avec impatience la décision finale qui déterminera le sort du tireur. Dans une affaire qui a bouleversé le pays, la sentence du tireur du Michigan approche. Les arguments présentés par la défense et l'accusation ont mis en lumière les antécédents du tireur et son potentiel de réinsertion. Alors que la défense met l'accent sur l'éducation perturbée du tireur et la nécessité d'un traitement, l'accusation maintient qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est la sanction appropriée. Le juge Rowe, après avoir examiné attentivement toutes les preuves et tous les arguments, n'est toujours pas convaincu du potentiel de réhabilitation du tireur. L'obsession permanente du tireur pour la violence, même pendant son incarcération, et sa violation des règles de la prison en accédant à des contenus violents sur un appareil électronique ont renforcé la conviction du juge qu'un changement est improbable. Alors que la communauté d'Oxford et la nation attendent l'audience finale, l'impact de cette tragédie persiste. Des vies ont été perdues, des familles brisées et une communauté marquée à jamais. Cette affaire a suscité un débat national sur le traitement des adolescents délinquants et sur la responsabilité des parents dans la prévention de tels actes de violence. Mason Sisk. Dans une petite ville tranquille de l'Alabama, une tragédie s'est déroulée qui a marqué à jamais la mémoire de la communauté. Mason Sisk, un adolescent perturbé de 18 ans, allait devenir l'auteur de l'un des crimes les plus choquants de l'histoire récente. En ce jour fatidique de 2019, la colère et la frustration de Mason ont atteint un point d'ébullition qui l'a conduit à commettre un acte d'une horreur indicible. Avec un esprit froid et calculateur, Mason Sisk a ôté la vie aux membres de sa propre famille. Ses parents et ses 3 jeunes frères et sœurs ont été victimes de son plan effrayant. La méthode qu'il a choisie est aussi horrible que l'acte lui-même. Il a tiré une balle dans la tête de chacun d'entre eux, mettant fin à leur vie en un instant. Mais qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme à commettre un acte aussi odieux contre sa propre chair et son propre sang? La réponse se trouve dans la colère et la frustration profonde qui couvaient en Mason depuis des années. Il en avait assez de sa famille, incapable de supporter plus longtemps le poids de leur présence dans sa vie.
Les raisons qui motivent les actes de Mason sont aussi troublantes que déroutantes. Les détails de son mobile révèlent une âme troublée, rongée par une noirceur que peu de gens peuvent comprendre. Le procès de Mason Sisk a passionné la nation, la communauté cherchant à obtenir justice pour le crime inimaginable qu'il avait commis. Accusé de 4 chefs d'accusation de meurtre qualifiés, Mason a été confronté à une bataille juridique qui allait déterminer son sort. Le poids des preuves contre lui était indéniable, laissant peu de place au doute. Au cours du procès, le jury a examiné attentivement les détails déchirants de l'affaire. Il a écouté les témoignages, étudié les preuves médico-légales et analysé le mobile effrayant des actes de Mason. Après moins de 2 heures de délibération, le jury a rendu un verdict unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge présidant l'affaire n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a décrit la nature du crime. Il l'a qualifié d'épouvantable, de troublant et de drapé d'un mal absolu. Les détails glaçants des meurtres ont brossé le tableau d'un crime si odieux qu'il a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. La condamnation de Mason Sisk a marqué un tournant dans le procès, la communauté poussant un soupir de soulagement collectif. Le poids des preuves et la nature choquante du crime ne laissaient guère de place à la sympathie ou au doute. La justice s'est prononcée et Mason Sisk passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Tout au long du procès, les détails choquants du crime ont été révélés, dressant le portrait d'un jeune homme troublé, rongé par une noirceur que peu de gens peuvent comprendre. Nicholas W. Browning. Alors que nous nous penchons sur l'affaire choquante de l'adolescent condamné à 4 peines de prison à perpétuité, nous sommes confrontés au contraste frappant de son comportement tout au long du procès. 2 jours avant sa condamnation pour le meurtre de ses parents et de ses jeunes frères, Nicholas W. Browning, un étudiant de Baltimore, a passé un coup de fil glaçant à un ami, plaisantant sur le fait de s'évader de prison. Personne ne se doutait que cet appel serait le signe avant-coureur des ténèbres qui allaient s'abattre sur lui. Cependant, au moment de l'audience de détermination de la peine, le comportement de Browning a pris une tournure dramatique. Il est entré dans la salle d'audience le visage baigné de larmes, visiblement désemparé et accablé par la gravité de ses actes. Devant le juge, il a sangloté et s'est excusé auprès de ses proches, exprimant de profonds remords pour les crimes odieux qu'il avait commis. L'avocat de Browning, s'exprimant en son nom, a lu une déclaration d'excuse qui soulignait son désir d'effacer la douleur qu'il avait causée à sa famille. Les mots étaient sincères, remplis de regrets et d'un appel au pardon. Ce moment a ému de nombreuses personnes présentes dans la salle d'audience, qui se sont demandé si cet adolescent perturbé n'avait pas plus qu'il n'y paraît. Cependant, l'accusation a rapidement contesté la sincérité des remords de Browning. Elle a diffusé un appel téléphonique passé par Browning quelques jours avant sa condamnation, dans lequel il exprimait son désir de s'évader de prison. Cette révélation a jeté le doute sur l'authenticité de ses excuses, laissant la salle d'audience dans un état d'incrédulité. Comment quelqu'un qui semblait avoir autant de remords pouvait-il aussi avoir l'intention de se soustraire à la justice? Pour saper davantage l'image de Browning, l'accusation a présenté des extraits de son interrogatoire de police. Dans ces enregistrements, Browning est apparu détaché et sans émotion lorsqu'il a raconté les événements qui ont conduit au meurtre. Son absence de remords et sa prédiction confiante qu'un jury croirait sa version des cambrioleurs responsables des meurtres ont provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Les images contrastées du comportement de Browning ont laissé tout le monde s'interroger sur la véritable nature de ce jeune homme. Avait-il vraiment des remords ou sa démonstration d'émotion n'était-elle rien d'autre qu'un acte calculé? La salle d'audience était divisée, certains pensant que Browning était un meurtrier insensible qui n'avait aucune considération pour la vie humaine, tandis que d'autres le considéraient comme un adolescent perturbé qui avait tragiquement agi. Au fur et à mesure que le procès se poursuit, l'accusation présente des preuves qui éclairent le mobile des meurtres. Il semble que l'argent ait été le moteur des actions de Browning. Non seulement il a tué ses parents, mais il a également ôté la vie à ses propres frères. Cette révélation choquante a ajouté une nouvelle couche de noirceur à un crime déjà horrible. La salle d'audience est remplie de halètements et de murmures lorsque l'ampleur des actes de Browning devient évidente. Browning avait fini par avouer les meurtres. Il a admis qu'il pensait que son histoire ne serait pas remise en question s'il n'y avait plus personne pour le contredire. Cette révélation a fait froid dans le dos et a laissé tout le monde sans voix. Comment quelqu'un d'aussi jeune et d'apparemment normal pouvait-il être capable d'actes aussi calculés et de sang-froid? Tout au long du procès, les proches de Browning se sont rangés derrière lui, lui offrant leur soutien et écrivant des lettres pour demander la clémence. Ils ont affirmé qu'il avait été maltraité par ses parents, dressant le portrait d'un adolescent troublé et tourmenté. La défense s'est emparée de ce récit, décrivant les parents de Browning comme abusifs et soutenant que leurs actions l'avaient poussé à commettre ces crimes horribles. Cependant, l'accusation s'est opposée à ces affirmations en soutenant que les parents de Browning n'étaient pas en mesure de se défendre.
Leur version de l'histoire n'a pas été révélée, laissant au tribunal une image incomplète de la dynamique familiale qui a pu contribuer à cette tragédie. Au milieu du drame de la salle d'audience, les avocats de la défense ont demandé que Browning purge toutes ses peines d'emprisonnement à perpétuité simultanément, dans l'espoir d'obtenir un résultat plus clément. De son côté, l'accusation a demandé des peines de prison à perpétuité consécutives, soulignant la gravité des crimes commis. Le juge, confronté à une décision difficile, a recommandé que Browning soit interné dans un établissement psychiatrique de haute sécurité pour jeunes délinquants. Cette recommandation reflétait la conviction que les actes de Browning pouvaient être enracinés dans des problèmes psychologiques plus profonds. Nehemiah Griego. Dans un quartier tranquille d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, une horrible tragédie s'est déroulée qui a changé à jamais la vie des personnes concernées. Nehemiah Griego, âgé de 15 ans à l'époque, a commis un acte si odieux qu'il a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. C'est en 2013 que Griego, armé de fusils entreposés dans le placard de ses parents, s'est lancé dans un carnage effrayant qui allait coûter la vie à ses parents et à ses 3 frères et sœurs. Les détails de ce crime sont tout simplement troublants. Griego a commencé par abattre sa mère qui dormait dans sa chambre, puis il a tué de sang-froid son frère de 9 ans, sa sœur de 5 ans et sa sœur de 2 ans. La dernière victime a été le père de Griego, qui, ignorant l'horreur qui venait de se dérouler, a été pris en embuscade par son propre fils alors qu'il rentrait chez lui. Les conséquences de cette tragédie ont laissé la communauté en état de choc et de deuil. Les adjoints du comté de Bernalillo ont rapidement arrêté Griego et la procédure judiciaire a commencé. Heureusement, il avait 5 frères et sœurs plus âgés qui ne vivaient pas dans leur maison de South Valley à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et qui ont donc échappé à la fusillade. Il a été incarcéré au centre de détention pour mineurs du comté de Bernalillo, où il a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre et de 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. En octobre 2015, Griego a plaidé coupable des charges retenues contre lui. Et, en 2019, il a été conduit au tribunal itinérant du comté de Bernalillo, où il devait être officiellement condamné en tant qu'adulte. Juste avant sa condamnation, Nehemiah a pris la parole pour la toute première fois au tribunal depuis son arrestation et s'est excusé auprès de ses proches survivants. La juge Alisa Hart a rendu un verdict qui a suscité un débat et soulevé des questions sur le traitement des jeunes délinquants. Griego a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a mis à l'épreuve les limites du traitement mental des jeunes délinquants, car l'avocat de Griego avait demandé une peine qui lui aurait permis de poursuivre son traitement pendant sa période de probation. Cependant, le juge Hart a estimé que Griego n'était pas apte à suivre un traitement en tant que mineur, citant le risque potentiel de violence s'il devait quitter le traitement. Cette décision a suscité un débat plus large sur les défis auxquels est confronté le système juridique pour trouver un équilibre entre la réhabilitation et la sécurité publique. Si certains estiment que l'éducation tragique de Griego et les mauvais traitements qu'il a subis devraient être pris en compte, d'autres pensent que la gravité de ses actes exige une peine plus sévère. Cette condamnation a amené de nombreuses personnes à se demander si le système actuel prend en compte de manière adéquate la réhabilitation et la réinsertion des jeunes délinquants. L'avocat de la défense de Griego, Stephen Taylor, a été déçu par la sentence. Il a fait valoir que Griego avait subi de graves sévices et souffrait de malnutrition lorsqu'il était enfant, ce qui lui avait causé des lésions cérébrales. Il estime qu'avec une meilleure prise en charge des enfants dans l'État, cette issue tragique aurait pu être évitée. L'avocat de Nehemiah Griego, Stephen Taylor, s'est dit déçu par cette condamnation, qu'il a qualifiée de malheureuse. Au fil des ans, Stephen Taylor a soutenu que les actes de Nehemiah Griego avaient été influencés par les sévères abus et la malnutrition qu'il avait subie dans son enfance et qui lui avaient causé des lésions cérébrales. Il estime que si l'État prenait mieux soin des enfants, des tragédies comme celle-ci pourraient être évitées. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage glaçant dans la vie de 5 jeunes tueurs en série actuellement enfermés en prison, une constatation obsédante s'impose à nous. Ces individus, autrefois membres ordinaires de la société, ont succombé aux profondeurs les plus sombres de leur propre esprit, laissant dans leur sillage une traînée de dévastation. De la brutalité calculée d'Ethan Crumbley à la psyché troublée de Nehemiah Griego, chaque cas a mis en lumière les complexités de la nature humaine et le potentiel de noirceur qui réside en chacun de nous. Les motifs, les méthodes et les profils psychologiques de ces tueurs ont donné un aperçu des profondeurs de la dépravation qui peut exister dans la psyché humaine. Pour des vidéos intrigantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.